Le paludisme est un problème majeur de santé publique dans le monde. Plus de 200 millions de personnes dans le monde sont victimes du paludisme chaque année et près d'un demi-million de ces personnes en meurent. 50% de la population mondiale est actuellement à risque. Mais ce sont les personnes les plus vulnérables qui en souffrent le plus. Ce sont les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les réfugiés, les nomades, les personnes vivant dans les zones reculées et les personnes en zone de conflit. Toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme en Afrique. Ce qui fait 250 000 enfants par année décèdent avant leur 5e anniversaire à cause d'une piqûre de moustique. Ces personnes portent inutilement le fardeau d'une maladie guérissable et évitable. En Afrique, le paludisme est l'une des principales causes de décès et la transmission qui se poursuit a un impact significatif sur l'économie et la scolarité des enfants. L'Asie a fait d'importants progrès vers l'élimination du paludisme. Mais à présent, on constate une augmentation de la résistance au niveau des médicaments et des insecticides. Dans les Amériques, les cas de paludisme sont en hausse. Il est inacceptable que les communautés vivant dans ces continents continuent de souffrir d'une maladie qui peut être évitée et traitée. Nous devons accélérer la lutte contre le paludisme dans le monde entier et tout faire pour éliminer cette maladie. Nous avons besoin d'une réponse entièrement financée, durable, qui soit équitable, fondée sur le droit, axée sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire les populations. Les organisations de la société civile et les communautés touchées par le paludisme dans le monde entier unissent leurs forces dans la toute première plateforme mondiale des organisations de la société civile pour l'élimination du paludisme. Nous, société civile, appelons dirigeants et décideurs du monde entier à investir davantage dans la lutte contre le paludisme. Il est temps de faire le travail. Chefs d'État, ministres, hommes politiques, parlementaires, chefs d'entreprise, leaders religieux et traditionnels, scientifiques, organes de la société civile et communautés. Nous avons la possibilité de définir ensemble notre avenir et le pouvoir de sauver des vies. Agissons maintenant. Nous sommes CS4Me, Société civile pour l'élimination du paludisme. Good afternoon, everyone. Good morning. My name is Olivia from Impact Santé Afrique and CS4Me, the civil society for malaria elimination global network. Donc bonjour, je suis Olivia Ngou de Impact Santé Afrique et du réseau des organisations de la société civile pour l'élimination du paludisme. Nous avons en ce moment à peu près 40 personnes qui sont connectées pour la réunion. Donc, on va commencer la réunion maintenant. If you speak English, please connect to your language. You have interpretation in English. The webinar will be in French. We will speak in French, but you have the English interpretation. Donc, le webinaire, même si la présentation que vous allez voir est en anglais, Monsieur Gilles va traduire cette présentation également après et vous la renvoyer en français. Donc, encore, et sans plus tarder, je vais passer la parole à Gilles du secrétariat du Fonds mondial. Mais comme vous le savez, en introduction, les pays actuels pour la réponse, le mécanisme de réponse COVID-19 pour limiter l'impact de la COVID-19 sur les 3 maladies, paludisme, tuberculose et VIH. Donc, c'est très important que les organisations de la société civile et les communautés affectées par le paludisme soient impliquées dans l'élaboration de ces notes conceptuelles et s'assurent que les priorités des communautés affectées par le paludisme sont bien prises en compte dans ces notes conceptuelles COVID-19. Donc, merci encore, Gilles, et bienvenue dans notre webinaire. Et à toi la parole pour la présentation. Après Gilles, on aura donc la session de questions-réponses. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez noter vos réponses, vos questions, et aussi les écrire sur le chat. Et après sa présentation, on vous passera la parole pour les discussions. Merci beaucoup, Gilles. À tout à l'heure.
Bonjour Olivia, merci beaucoup pour l'introduction et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous pouvez m'entendre correctement et que vous pouvez voir la présentation. Est-ce que c'est bon Olivia? On m'entend et on peut voir la première diapo? Oui, parfait. Ok, super. Alors on y va. Bonjour, donc rebonjour à tout le monde. Comme l'a dit Olivia, la présentation est en anglais. Comme on a des partenaires ici et des collègues anglophones, ils pourront au moins suivre en anglais avec la traduction qu'ils peuvent demander. Et je vais parler en français sur les diapositives. Donc, on va faire une présentation un petit peu sur le mécanisme de réponse à la COVID-19, donc c'est C19RM. Et donc, ce qui est nouveau cette année en 2021, en particulier, donc, ce qui est intéressant de savoir pour la société civile et les communautés qui sont engagées. Alors, déjà, pour commencer, juste quand même pour nous rappeler à tous que le gouvernement des États-Unis a fait cette contribution de 3,5 milliards de dollars américains au Fonds mondial pour répondre à la COVID-19 dans les pays partenaires du Fonds mondial. Et l'Allemagne a également engagé 140 millions d'euros pour ce même mécanisme. Donc, on a environ 3,7 milliards de dollars disponibles au niveau des pays donc, pour lutter contre la COVID-19 et l'impact de la COVID-19 sur les trois maladies. Tous les pays qui reçoivent aujourd'hui une allocation du Fonds mondial pour le VIH, la tuberculose ou le paludisme sont éligibles. Et tous les CCM ont reçu le 8 avril, ou en tout cas dans ces dates-là, vers le 8 avril, ont reçu donc une lettre d'allocation pour ce mécanisme C19RM. Les investissements qui sont éligibles se regroupent dans trois catégories principales. On a la réponse pure, on va dire, à la COVID-19, donc vraiment les activités pures COVID-19, d'une part. Ensuite, on a toutes les activités pour adapter les programmes de VIH, tuberculose et paludisme en raison de la COVID-19, donc adapter et limiter l'impact de la COVID-19 sur les programmes. Et le dernier, c'est le renforcement des systèmes de santé et les systèmes communautaires. Ce qui est important de noter, c'est que on s'attend en fait à ce que la réponse communautaire se retrouve dans les trois grands domaines qui sont éligibles, et pas seulement dans le domaine au niveau renforcement des systèmes de santé et systèmes communautaires, puisque les réponses communautaires peuvent être aussi, par exemple, dans la réponse purement à la COVID-19. Ce qui n'est pas éligible, ça c'est important de le noter, ce sont l'achat des vaccins, puisque l'achat des vaccins va être surtout déployé en tout cas soutenu par Gavi et COVAX et la Banque mondiale. Alors, les CCM de tous les pays qui reçoivent du financement aujourd'hui du Fonds mondial ont reçu des lettres d'allocation avec un montant qui est déterminé par pays. C'est d'ailleurs publié sur le site du Fonds mondial. Donc, chacun et chacune peut aller voir le montant qui est disponible pour le pays dans la lettre d'allocation. En fait, le montant, ça correspond à 15% de l'allocation du pays 2020-2022 pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc, on prend cette allocation VIH, tuberculose, paludisme, 15%, ça donne le montant de l'allocation de base pour répondre à ce C19RM. Mais on demande aux pays, en plus, dans la lettre d'allocation, on demande aux pays de soumettre en plus des 15%, encore 15%. Donc, au total, on demande de soumettre au moins 30% de l'allocation VIH, TB et paludisme pour ce mécanisme-là. On demande de faire des demandes ambitieuses. Il y a deux manières de soumettre. Il y a ce qu'on appelle le fast track, donc le process rapide, et puis les fenêtres de soumission. Alors, le processus rapide, donc on dit fast track, c'est vraiment uniquement pour tout ce qui est urgent en termes d'achat d'intrants et rien d'autre. C'est vraiment que des achats d'intrants. Vous voyez, c'est tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est oxygène, par exemple, les équipements pour l'oxygène, et tout ce qui est protection individuelle, équipement de protection individuelle. En anglais, c'est PPE, donc les masques, les gels, etc. Tout ça donc peut être soumis à n'importe quel moment par le CCM. Il faut que la société civile représentée au CCM, même pour cette demande purement, on va dire, d'intrants, donne aussi son consentement. Et on a ensuite donc 4
fenêtres de soumission. La première, c'est donc le 14 mai, ensuite le 31 mai, ensuite le 15 juin et pour finir le 30 juin. Donc, tous les CCM maintenant ont soumis en fait au Fonds mondial leurs préférences. Donc, on a déjà reçu 115 ou 118 préférences donc pour les fenêtres 1, 2, 3 ou 4. Et cette information est disponible aussi sur le site du Fonds mondial. Alors, je vous invite à aller voir si vous n'avez pas eu l'information. Vous regardez pour votre pays à quelle date votre pays, le CCM, a décidé de soumettre la demande de financement. Alors, en termes de mise en œuvre de ces fonds, on s'attend à ce que les récipiendaires principaux des subventions actuelles restent les mêmes. En fait, c'est tout simplement parce qu'on doit répondre vite à cette pandémie et à l'impact sur les maladies. Donc, on n'a pas le temps, en fait, de rechercher des nouveaux… Vous savez que ça prend du temps de chercher des nouveaux récipiendaires principaux, les bénéficiaires principaux des subventions. Ça prend du temps de faire leur évaluation, ça prend du temps de mettre tout en place. Donc, en fait, on part sur les mêmes. Ça, c'est important à noter. Par contre, ce qui est important de noter aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on a les mêmes PR, les mêmes bénéficiaires principaux, qu'on ne peut pas avoir des nouveaux acteurs dans la mise en œuvre, en particulier sur une expertise vraiment dont on a besoin là, parce qu'on ne fait pas le travail habituel complètement. Donc, s'il y a vraiment des expertises dont on a besoin, c'est possible de les inclure dans le financement et dans la mise en œuvre. On va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Donc, l'engagement des communautés et de la société civile est clé et on a exigé de tous les CCM que cette consultation soit faite de manière vraiment inclusive jusqu'à la prise de décision. L'engagement fait partie des critères d'éligibilité de toutes les demandes, donc c'est vraiment important que cet engagement au niveau des CCM ait lieu. Et ce qui est nouveau cette année par rapport à l'année dernière pour le mécanisme Covid-19, c'est qu'on doit aussi impliquer les communautés les plus touchées par la Covid-19, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes qui sont les plus touchés par le paludisme ou le VIH ou la tuberculose. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour garantir un peu plus d'engagement cette année que l'année dernière des communautés et de la société civile? Premièrement, on va regarder un peu les leçons apprises de l'année dernière. Là, ce que vous voyez sous les yeux, c'est une question une enquête qu'on avait envoyée à la société civile, au CCM et au-delà des CCM l'année dernière, en septembre 2020, pour un peu faire le point sur le C19RM 2020. Et on avait vu que 76% des membres de la société civile qui sont au CCM nous avaient dit qu'ils avaient été bien informés. Donc, c'est pas mal, mais on s'attendrait quand même à avoir 100%, puisqu'on s'attendrait à ce que, bon, quand on est au CCM, même si on représente la société civile, on devrait être bien informé de l'opportunité. Et on a vu surtout que parmi les répondants qui n'étaient pas du CCM, seulement 35% d'entre eux nous avaient dit avoir été informés. Donc là, il y a vraiment une opportunité d'améliorer l'information, le partage d'informations au niveau du CCM déjà, et après aussi au-delà du CCM avec les constituantes élargies. Deuxième leçon apprise, c'est que 70% d'entre vous nous ont dit, bon, on a été impliqué dans le processus l'année dernière, ok, donc c'est pas mal, mais seulement 14 ou 15%, comme vous voyez en bas dans le graphique, seulement 14 ou 15% ont été impliqués dans le budgeting, dans l'élaboration du budget, dans le costing et dans l'écriture de la demande. Donc là, en fait, on sait que du coup, il y a beaucoup de vos idées qui sont perdues si vous n'êtes pas impliqué jusqu'au bout. Donc, une leçon apprise là, c'est vraiment d'essayer de maintenir l'engagement jusqu'à la fin, c'est-à-dire vraiment jusqu'à l'écriture de la demande. Une autre leçon apprise de l'année dernière, quand on a posé la question, on a été surpris de voir que 32% des membres des CCM nous ont dit on n'a pas vu le dernier draft de la demande de financement. Alors là, on était quand même étonnés parce que 100% des CCM ont signé, des membres des CCM ont signé, mais on a vu que 32% de la société civile n'avaient pas vu ce qu'ils avaient signé. Donc là, il y a vraiment un besoin de s'assurer que quand on signe, évidemment, on signe sur quelque chose qu'on a vu. C'est une exigence qu'on doit faire au niveau des secrétariats des CCM. Et deuxièmement, si vous voyez qu'il y a vraiment des soucis au niveau de l'engagement, qu'il y a des goulots d'étranglement au niveau de l'engagement, il ne faut pas attendre et laisser passer. Il faut tout de suite avertir votre équipe pays
nous-mêmes au niveau du département communauté droit et genre du Fonds mondial, et aussi le CCM Hub du Fonds mondial. Et il y a l'adresse du CCM Hub du Fonds mondial dans les lettres d'allocation, et vous pouvez aussi le trouver sur le site du Fonds mondial. Donc surtout, il faut reporter ça très rapidement. Et en plus, vous pouvez avertir aussi les plateformes régionales, par exemple CS4Me et d'autres, qui peuvent aider à faire remonter l'information au niveau du Fonds mondial. La dernière leçon apprise de l'année dernière, c'était que la moitié en fait d'entre vous nous ont dit que nos priorités n'ont pas été prises en compte dans la dernière demande qui a été envoyée au Fonds mondial, dans la demande de financement. Donc en fait, là, il y a vraiment un besoin de soutenir cette prioritisation en fait de vos interventions durant les discussions. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, on va essayer de voir comment on a essayé, en tout cas, d'aider pour ça. Premièrement, cette année, comparé à l'année dernière, on a de l'assistance technique et du soutien qui est disponible au travers de la communauté droit et genre initiative stratégique, donc CRG-SI, c'est Community Rights and Gender Strategic Initiative. C'est un budget qu'on a en plus pour engager les plateformes régionales CRG. On a aussi des réseaux de populations clés et vulnérables et de l'assistance technique. Alors là, ce qui est prévu, en fait, on a eu un budget supplémentaire cette année pour vous aider, si vous le souhaitez, il faut faire la demande, donc à faire une analyse situationnelle, en fait, et le besoin, le point sur les besoins. Donc, c'était vraiment, en fait, l'idée de regarder tout ce qui est données, les données stratégiques, les données de performance, les données d'interruption des services au niveau des populations, et voilà, de faire un peu de résumer tout ça dans une analyse situationnelle pour venir au fait au CCM et aider à cette prise de décision pour la demande de financement C19RM. On va aussi donc soutenir l'engagement donc pendant tout le dialogue, donc en soutenant par exemple tout ce qui est consultation virtuelle ou même des locations de salles s'il faut, etc., pour aider à vous réunir et à fait décider de vos priorités pour la demande. Donc pour ces demandes-là, il faut envoyer les demandes d'information donc à votre plateforme régionale CRG et aussi à l'adresse email qui est indiquée ici, crgta@theglobalfund.org. On a aussi le soutien des réseaux de populations clés et les plateformes régionales CRG. Pour l'Afrique francophone, c'est la RAME au Burkina Faso. Et donc, ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont en fait aussi aider donc, à diffuser l'information, comme on fait aujourd'hui avec CS4Me. Donc, pour partager cette information sur l'opportunité. Ils vont organiser aussi des webinaires régionaux, ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Ils vont aussi adapter un peu le contenu de cette information au niveau régional. Ils vont aussi aider donc à organiser dans les pays, au niveau pays, des consultations donc, de la société civile pour identifier les priorités C19RM. Et ils vont aussi vous aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un problème de goulot d'étranglement dans l'engagement, vous pouvez directement les contacter et ils feront remonter l'information pour qu'on puisse agir dessus. Ce qu'on a eu cette année aussi, qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est un financement supplémentaire des secrétariats des CCM. Donc, tous les CCM, c'est marqué dans la lettre d'allocation, peuvent avoir 25% de financement en plus de leur budget de 2021, ce qui représente quand même beaucoup d'argent pour vous permettre justement d'être engagé. Le but de ce 25% en plus du budget des CCM, cette année uniquement, c'est vraiment dans les prochaines semaines, prochains mois, d'engager les partenaires et notamment la société civile. Donc, c'est important que cette perche qui est tendue soit saisie. On a également aussi essayé de rendre beaucoup plus visible que l'année dernière tout ce qui est système communautaire, réponse communautaire. Donc, il y a plusieurs choses qu'on a faites. Vous verrez déjà que dans les 18 interventions éligibles qui font partie du budget détaillé, qu'on peut retrouver dans le budget détaillé, on a 6 interventions sur les 18 qui sont donc des interventions CRG. Il y en a 4 qui sont des interventions en vert ici, là, qui sont les interventions en fait de renforcement des systèmes communautaires. Donc, c'est tout ce qui est les observatoires communautaires, par exemple, le premier point. Le deuxième point, tout ce qui est plaidoyer et recherche menée par la communauté. Le troisième point, c'est la mobilisation sociale.
Et le quatrième point, c'est le renforcement des capacités, où il faut investir aussi pour renforcer les capacités. Donc, ces 4 interventions sont éligibles. Et en plus de ça, on a également un module qui est spécifique sur les violences fondées sur le genre et sur comment répondre à l'augmentation des cas de violation des droits humains et de genre et de barrières donc, au service à cause de la COVID-19. À noter que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ces 6 interventions-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas retrouver des interventions menées par la société civile et les communautés dans les autres. Parce que, par exemple, si on prend les interventions pures COVID-19, tout ce qui est contact tracing des cas de COVID-19, tout ce qui est le soutien à la population qui est en quarantaine, tout ce qui est le test aussi mené dans la communauté, comme on le fait par exemple dans le paludisme, eh bien tout ça peut être fait également. Donc on ne doit pas seulement retrouver les activités menées par la communauté dans les 6 interventions ici. On a également changé complètement le canevas de la demande de financement. Et vous voyez là, c'est toutes les sections que j'ai mises sur cette diapo qui en fait nécessitent d'avoir une réflexion sur les challenges, les difficultés que rencontrent la société civile et les communautés. Vous voyez par exemple la première question, les CCM doivent vraiment réfléchir et nous répondre sur comment ils ont engagé la société civile et les populations clés et vulnérables dans tout le processus de développement de la demande. Ensuite, on a une section spécifique sur l'impact de la COVID-19 sur les violences fondées sur le genre et les droits humains. On a 3 questions spécifiques sur l'impact de la COVID-19 sur l'interruption des services VIH, TB et paludisme pour les populations clés et vulnérables. Donc, il faut remplir aussi, il faut vraiment pousser les CCM à analyser toutes ces interruptions liées à la COVID-19 et justement pour informer aussi la réponse. Donc, après, on s'attend, une fois qu'on a rempli ces informations-là, on doit retrouver évidemment des interventions qui viennent répondre à tout ça. Et enfin, on a même une section, vous voyez, dans la cartographie de mise en œuvre, où on doit décrire en fait le rôle des organisations à base communautaire dans la réponse. Donc, on a essayé de rendre vraiment le plus visible possible, vous voyez, tout ce qui est CRG. On a aussi donc dans les notes d'information technique qui sont disponibles sur le site du Fonds mondial, on a la note d'information technique générale. Ensuite, on a des notes d'information pour le VIH, la tuberculose et le paludisme, comment adapter les programmes. Et on a une nouvelle note qui est encadrée en rouge ici, spécifique CRG. Et je vais revenir en détail maintenant sur cette note-là. Voilà la note dont je parlais. C'est en fait un résumé de 2 autres notes d'information qui sont disponibles sur la COVID-19 et le CRG. Mais c'est surtout en fait une note d'information maintenant qui fait le point sur les recommandations qu'on a reçues de la société civile et des communautés l'année dernière pendant toutes les consultations qu'on a pu avoir sur C19RM 2020. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, donc en fait, ce n'est pas parce que quelque chose que vous voulez proposer n'est pas dans cette liste que ce ne sera pas éligible, mais en tout cas, tout ce qui est dans cette liste-là serait éligible au financement du Fonds mondial et en accord avec tous les guidances de budget, etc., de gestion du risque, etc. Donc, c'est une liste vraiment qui se veut illustrative, qui n'est pas du tout exhaustive. Et on a plusieurs catégories, j'ai plus que 5 diapos. Le premier point, c'est comment on peut soutenir les organisations à base communautaire à continuer à faire leur travail, tout simplement à cause de la COVID-19. On voit toutes les interruptions qui ont eu lieu. Donc, les interventions éligibles, ce sont juste des exemples, mais c'est l'achat de téléphones, de crédits, d'Internet, etc., pour pouvoir continuer à être engagé à faire le travail. Aussi, l'achat, évidemment, des équipements de protection individuelle, les PPE en anglais. Et il ne faut pas oublier, quand on fait les demandes de ces masques, par exemple, d'inclure aussi les organisations à base communautaire, pas seulement les cliniques, etc., qui sont aussi importantes à couvrir. On a une section également sur tout ce qui est protection sociale et santé mentale, parce qu'on sait que la violence de la pandémie a vraiment poussé beaucoup de personnes dans la pauvreté et dans l'insécurité, et donc aussi avec une santé mentale affectée. Donc, il y a des activités ici que vous verrez donc détaillées. Mais par exemple, je voulais juste vous dire sur le soutien nutritionnel, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, que ce soit en cash ou en nutrition ou en autre, pour les populations clés et les personnes vivant avec les maladies. C'est possible, mais il y a des critères qui sont quand même importants à prendre en compte et qui sont résumés ici dans l'annexe A de cette guidance que vous trouverez. Donc, je ne vais pas lire tout maintenant,
mais il y a des critères en termes de qui sera éligible, pour combien de temps, sur quels critères, etc. Puisque évidemment, on s'attend à ce que cette intervention de soutien des populations, qui est important, on le reconnaît, mais ce ne soit pas non plus la majorité de la demande de financement C19RM. Il y a également des activités en fait qui sont éligibles en termes de communautés qui peuvent être mises en œuvre par la société civile, par les communautés, menées par les communautés. Donc, on sait très bien qu'en fait, on a vu beaucoup de résultats de l'OMS, de partenaires comme Stop TB Partnership, ONU-SIDA, qui nous ont dit que, à cause de la pandémie, les ressources financières et humaines des gouvernements ont été en fait un peu utilisées pour la COVID-19 et des fois on oublie les autres maladies. Donc en fait, on voit vraiment nous cette opportunité-là de ces C19RM pour les communautés comme vraiment une opportunité à saisir parce qu'il y a un rôle à jouer pour venir maintenant aider à la réponse. Donc là, il y a des exemples, mais bon, par exemple, il y a le monitorage ou la surveillance en termes de qualité des services, des ruptures de stock, des violations des droits humains. Il y a aussi, évidemment, comme je disais tout à l'heure, étendre le test, le dépistage à base communautaire, comme on le fait pour le paludisme, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais pour la COVID-19, par exemple, au niveau de la communauté. Donc, voilà, il y a des exemples d'intervention qui sont listés ici. Et la dernière grande section de cette guidance, c'est sur les violences fondées sur le genre. On sait qu'il y a eu une augmentation, une explosion des cas partout dans le monde, pas seulement dans la région. D'ailleurs, là, il y a plusieurs régions parce que je vois qu'il y a des collègues du Myanmar ici. Donc, en fait, dans toutes les régions du monde, on a vu cette explosion. Vous avez aussi quelques exemples ici de UN Women et de l'OMS, par exemple, qui donnent des pourcentages sur ce chiffre-là. Et donc, en fait, on sait que c'est très important parce que les violences fondées sur le genre peuvent avoir un impact sur le VIH et l'infection au VIH et aussi un impact sur la santé des personnes vivant avec le VIH et autres. Donc, c'est très important. Et là, un exemple typique qui serait éligible, c'est de soutenir financièrement, grâce à ces 19RM, des plateformes de réponse en ligne, par exemple, vous savez, pour les lignes d'écoute, qui sont disponibles dans la majorité des pays et qui ont vu une explosion des appels. Par exemple, le C19RM pourrait servir à financer du soutien donc en personnel, en équipement ou je ne sais quoi, pour répondre en fait à cette explosion des appels. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur cette diapo-là. Et donc, quelques messages clés vraiment pour terminer, c'est la dernière diapo. Donc, l'engagement des communautés est clé. C'est un engagement et c'est une demande du conseil d'administration du Fonds mondial et de nos bailleurs de fonds. Donc, c'est vraiment très important qu'on soit tous ensemble pour faire en sorte que ce soit vraiment une réalité et vraiment jusqu'au bout, donc jusqu'à l'écriture et à l'élaboration du budget. Ensuite, donc, la société civile et les communautés peuvent demander de l'assistance technique avec le CRG-SI. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure l'assistance technique, les plateformes régionales CRG et les réseaux de population clé CRG. Pour aider à faire une analyse de la situation, regarder les données, ensuite travailler sur la prioritisation de toutes nos interventions et aussi soutenir à engager les acteurs qui ne sont pas VIH, TB ou paludisme, c'est-à-dire ceux qui sont le plus affectés par la COVID-19 et qui ne font pas partie de nos populations clés traditionnelles. Ensuite, un autre message clé, c'est que même si les PIAR et les sous-récipiendaires vont certainement rester les mêmes, il est possible tout à fait d'engager des nouveaux acteurs qui apportent une expertise. J'ai mentionné l'exemple des plateformes, des lignes d'écoute sur les violences fondées sur le genre, qui aujourd'hui ne reçoivent pas des financements du Fonds mondial, mais qui, avec la COVID-19, ont vu leurs besoins exploser. Et on sait que c'est un besoin. Donc, par exemple, ils peuvent être inclus dans la réponse en signant tout simplement avec un PIAR ou un SA un contrat de service, tout simplement, pour faciliter les choses. Le C19RM 2021, c'est vraiment une opportunité pour renforcer les systèmes communautaires et augmenter la réponse communautaire, puisqu'on sait que les gouvernements ont vu leurs ressources humaines, leurs ressources financières un petit peu utilisées pour répondre aussi à l'urgence, ce qu'on comprend tous. Il est vraiment important de faire une analyse de l'impact de la COVID-19 sur les services pour les populations clés, les services VIH, tuberculose et paludisme, évidemment. Et finalement, donc, le point final, c'est qu'il est aussi important de regarder à l'accès équitable, à l'équité, en fait, au niveau de l'accès des outils COVID-19, y compris donc la distribution, l'achat des masques qui vont être faits, l'achat des diagnostics, etc., de voir qu'il y a vraiment quand même un côté équité dans la distribution.
Voilà, merci beaucoup. Et je pense que maintenant, on va faire une discussion. Olivia, c'est à toi. Bravo, merci beaucoup. Merci Gilles pour cette présentation. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. Alors, est-ce que dans l'audience, vous avez des questions? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Et on peut commencer à prendre les séries de questions s'il y a. Donc, on a déjà Marie-Laure. On va commencer par Marie-Laure. Ensuite, on va prendre Sila. Et ensuite, on va prendre Hamza et Catherine. Donc, il y a une personne qui a un téléphone qui dit techno. Si vous pouvez écrire votre nom pour qu'on puisse vous prendre. Donc, on commence par la première. Allez-y. Marie-Laure, Eden, allez-y. Vous pouvez activer votre micro et parler. OK, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour le brillant exposé. Vraiment, nous avons été très bénis, très riches en informations. Toutefois, concernant justement la participation communautaire dans nos différents pays, comme le disait M. Gilles déjà, je crois qu'il a donné une instruction là-dessus, que si nous rencontrons des obstacles, on peut les signaler au niveau, sur le site du Fonds mondial. Nous avons effectivement des véritables soucis par rapport à cela. Bon, avant d'aller là-bas, je tiens d'abord à remercier CS Formi, qui vraiment communique beaucoup. Nous sommes en train de nous atteler pour répondre à un appel à projet qui nous a à candidature, autant pour moi. Et je dis vraiment merci beaucoup au Fonds mondial qui a écouté nos doléances par rapport à notre pays, le Gabon. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, pour revenir sur les différents obstacles par rapport à la participation de la société civile, c'est vrai que dans notre pays, nous sommes impliqués dans le processus concernant justement l'élaboration de la note conceptuelle. Et notre pays a choisi la fenêtre du 31 mai pour soumissionner. Nous voulons savoir, est-ce que pour répondre, pour justement bénéficier de ces fonds-là, il faut forcément répondre à l'appel, il faut d'abord soumissionner en tant que membre du CS Formi. Est-ce qu'il faut d'abord que notre pays soumissionne, comme on a choisi la fenêtre du 31, ou alors on peut le faire sans attendre la soumission? OK. Can we do that before the 31st of May as closing the Merci beaucoup, Laure. Gilles, on va prendre encore peut-être 3 questions. Après, comme ça, tu pourras répondre. C'est plus peut-être facile. Donc, Sila, allez-y, on va essayer de faire rapidement. OK, merci Olivia. Donc, moi, j'ai 2 préoccupations. La première, c'est celle qui va amener vraiment une implication accrue de la société civile dans sa globalité et dans la conception et même la mise en œuvre de ce programme. Mais nous avons commencé à entendre que souvent, ils veulent passer par les PR, les récipiendaires principaux dans les différents pays qui sont déjà bénéficiaires. Pourquoi ne pas élargir cette bataille cette fois-ci, qui n'est pas juste liée aux organisations qui bénéficient vraiment des subventions du Fonds mondial? Ça, c'est ma première question. Et nous, la Guinée présentera vraiment son document vers le 15 juin et l'Assemblée de l'ICN doit siéger le 14 et je suis le répondant de la société civile au sein de cette instance. Mais quel rôle réellement les organisations de la société civile, membres de l'ICN, doivent jouer et sans aller dans cette partition, les VIH, PALU, TB et les personnes clés? Parce que maintenant, il y a ces positionnements qu'on commence à constater. Quelles sont les conséquences et les dérives que cela peut engendrer dans l'avenir de dossiers de ce pays? Merci. OK, merci beaucoup, Sila, pour tes questions. Hamza du Niger. Donc, Sila, c'était la Guinée et Hamza du Niger. Merci, bonjour à tout le monde.
Isa pour nous donner cette opportunité d'avoir encore beaucoup plus d'informations sur la subvention Covid Fonds mondial. Et une de mes préoccupations a été déjà abordée par Laure, donc je vais faire économie par Marie-Laure. Et l'autre question, je voudrais savoir par rapport à la disponibilité d'appui. Je vois que dans l'intervention de Gilles, il a parlé de l'appui technique et il a parlé aussi de cette possibilité d'avoir des fonds additionnels pour pouvoir, par exemple, organiser les ateliers de consultation. Par exemple, il a parlé de la prise en charge des salles de réunion et autres aspects techniques pour permettre à la société civile de pouvoir mener ces consultations. Je voudrais, ma question… Hamza, tu peux répéter la question? Par rapport à la disponibilité d'appui technique, parce que à mon avis, je vois qu'il y a deux appuis techniques. Il y a l'appui technique par rapport donc, aux consultants, par rapport aux ressources humaines, et aussi il y a aussi cet appui technique pour permettre, par exemple, à la société civile de pouvoir organiser les ateliers de consultation pour dégager les priorités. Je voudrais avoir l'information par rapport à la disponibilité de cet appui technique, notamment par rapport à l'appui pour l'organisation des ateliers. Est-ce que c'est immédiatement disponible? Parce que compte tenu, parce que les différents pays, chacun a sa fenêtre. Par exemple, pour le Niger, nous sommes inscrits à la 3e fenêtre et que nous sommes actuellement dans le processus d'organisation de ces consultations-là de la société civile. Et nous avons effectivement l'intention de demander cet appui technique-là. Donc, c'est vraiment pour savoir par rapport à la disponibilité, est-ce que c'est immédiat? Si ça peut effectivement s'adapter à notre feuille de route, parce que nous, on a une feuille de route et on voudrait effectivement faire cette demande d'appui technique. C'est un peu ça ma question. Merci bien. OK, merci Hamza. On va prendre encore une 4e question avant de passer la parole à Gilles. Donc, on a Catherine du Cameroun. Bonjour à tout le monde. J'ai 2 préoccupations. Je voudrais déjà vous remercier très sincèrement pour cette réunion. La première, Hamza l'a un peu abordée parce que je voulais poser des questions sur l'appui technique. Et Impact Santé Afrique m'apporte déjà un certain soutien. Et avec la réponse qu'on va donner à Hamza, je crois que je serai satisfaite. La deuxième préoccupation, c'est la santé mentale. J'étais très content tout à l'heure quand on a parlé de la santé mentale parce que j'ai travaillé sur la santé mentale des populations face à au Covid-19 et je vois aussi que beaucoup de problèmes, beaucoup de gens autour de moi sur le terrain ont des problèmes. Les gens qui ont le VIH, les gens qui ont le palu et la tuberculose, ils ont des sérieux problèmes de santé mentale. Donc, j'aimerais savoir exactement qu'est-ce que nous pouvons faire, comment est-ce que nous pouvons travailler parce que c'est aussi l'une de mes spécialités. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, Gilles, peut-être je veux prendre cette première série avant qu'on ne passe à une 2e série de questions, si c'est OK. Très bien, merci. Merci pour les questions. Alors, on va commencer par la question de Marie-Laure du Gabon. Donc, si j'ai bien compris, la question était pour bénéficier, en fait, est-ce qu'il faut soumissionner? Alors, les soumissions pour ces fonds, donc ces 19 RM, qui sont alloués au pays, sont alloués, comme pour les allocations VIH, tuberculose et paludisme, au travers des CCM. Donc, il n'y a en fait qu'une soumission qui est faite, il n'y a qu'un mécanisme de soumission possible, c'est une soumission de la part du CCM à l'une des fenêtres dont j'ai parlé tout à l'heure, en tout cas pour les interventions, on va dire, classiques, et il y a en plus cette possibilité pour les CCM, s'ils le souhaitent, de soumettre en revue rapide le fast track que j'ai montré tout à l'heure pour les intrants Covid-19. C'est vraiment que des intrants Covid-19 urgents, comme les masques, comme les tests de dépistage Covid-19 par exemple, ou les équipements liés à l'oxygène pour le traitement. Donc en fait, vraiment, la soumission, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'en termes du processus, le CCM doit, avant cette soumission, vous consultez la société civile et les partenaires bilatéraux et les partenaires multilatéraux et le secteur privé et le gouvernement, bien sûr. Il doit y avoir cette consultation, ce dialogue pays qui vient informer la demande et c'est la soumission qui est faite à ce moment-là.
Donc, il n'y a pas en fait de soumission parallèle de la société civile ou non, c'est une soumission au niveau du CCM unique qui part au niveau du Fonds mondial. Sur la question de Sila par rapport au PR, vous verrez si vous lisez la guidance en détail et les documents qui sont disponibles sur le site et qui sont à la disposition évidemment des CCM, qu'il est possible dans des cas exceptionnels de rajouter des PR, des bénéficiaires principaux. Mais encore une fois, on s'attend quand même à ce que dans la grande majorité des cas, les PR restent les mêmes. C'est tout simplement pour pouvoir aller le plus vite possible dans le processus. Parce qu'en fait, ceux qui ont fait partie du processus de sélection de PR, déjà il faut faire un appel, il faut faire une sélection au niveau du pays, ensuite il faut faire l'évaluation des nouveaux PR qui sont proposés. Tout ça prend énormément de temps et en fait, on est quand même dans une réponse urgente. Donc, c'est pour ça que à la base, on part sur les mêmes PR. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il est possible d'inclure des nouveaux acteurs. En fait, si vous voulez, au niveau du Fonds mondial, il est beaucoup plus simple d'inclure des nouveaux acteurs en tant que sous-récipiendaires ou même sous-récipiendaires, vous voyez, ou alors même en tant que avec des contrats de service, parce que tout ça, en fait, ne nous force pas à lancer la machine de l'évaluation de nouveaux PR, etc., qui est vraiment très longue parfois. Je parle en connaissance de cause parce qu'en fait, avant d'être au département communauté droit et genre, j'étais gestionnaire de portefeuille pour le Fonds mondial. Alors, au niveau de quel rôle on doit jouer, parce que Sila nous disait, voilà, notre pays vient le 15 juin, on a l'Assemblée le 14 juin, qu'est-ce qu'on doit faire entre-temps? Mais entre-temps, justement, vous devez, au niveau de la société civile et des autres constituants d'ailleurs des CCM, on doit prendre part aux discussions, à la consultation. C'est-à-dire que tout ne va pas être décidé le 14 juin, comme ça, au dernier moment, j'espère en tout cas. Et si c'est le cas, il faut nous alerter. Il doit y avoir un dialogue qui est fait avant et qui va demander à chacune des constituants de venir à la table, à préparer avec une situation, une analyse de la situation, regarder les données, regarder ce qui a l'impact de la COVID-19 dans le pays au niveau des communautés de la société civile, comment ensuite on peut répondre à ça et venir avec vos propositions. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ce qu'on a aussi changé cette année, c'est qu'on a exigé une annexe, en plus de toutes les annexes, le budget détaillé, la liste des produits de santé, etc., qui sont des annexes classiques de la demande de financement. Cette fois-ci, on a exigé des CCM de nous envoyer une annexe qui s'appelle la liste des interventions proposées par la société civile. Et ça, en fait, même si celles-ci ne sont pas ensuite priorisées et mises dans la demande, on veut avoir la liste, en fait. C'est-à-dire que vous devez faire le travail et avoir cette liste-là, et ensuite, vous venez la proposer au CCM. Après, les CCM, voilà, il y a des discussions. Le gouvernement va venir avec sa liste, les partenaires peut-être vont venir avec leur liste. Ensuite, c'est une discussion en commun et on doit tenir dans le budget parce qu'évidemment, on ne peut pas tout mettre. Donc, il y a toujours cette discussion qui a lieu, mais on a exigé d'avoir cette liste en annexe parce qu'en fait, on s'est dit que quelque part, ça aiderait quand même à avoir la vision globale et ça peut-être limiterait un petit peu la tendance à ne pas prendre systématiquement tout ce qui vient de la société civile en termes de propositions. Mais c'est vrai que c'est pas non plus garanti que les CCM vont prioriser systématiquement toutes les interventions qui viennent de votre consultation. Ensuite, en termes des fonds additionnels pour mener les consultations, justement, c'est disponible tout de suite. Il faut vous rapprocher du secrétariat de votre CCM. Il faut dire, voilà, vous avez vu la lettre d'allocation, on sait du Fonds mondial que vous pouvez avoir 25% de financement en plus pour nous aider, nous, la société civile, à être engagés, etc., à faire ces consultations-là, à mener ces consultations. Donc, il faut envoyer tout de suite un email au CCM Hub. Toutes les instructions sont dans la lettre d'allocation des CCM, donc ils le savent très bien. Et le CCM Hub est très flexible. Ils savent que voilà, le temps qu'on échange les emails, etc., on a besoin de l'argent tout de suite. Donc, le CCM Hub va répondre au CCM en disant utilisez la trésorerie que vous avez aujourd'hui, même sur le budget actuel. On va travailler sur le papier, etc., vous savez, pour faire l'avenant au contrat et tout. Mais vous pouvez d'ores et déjà utiliser la trésorerie que vous avez pour faire ce travail d'engagement de la société civile. Donc, c'est immédiatement disponible. Il faut simplement que les CCM demandent au CCM Hub d'avoir ce financement. Il est disponible immédiatement. Ensuite, en termes de Catherine, la question de Catherine sur l'appui technique, bon, ça revient un petit peu là avec les fonds additionnels, je crois, et comment mettre à disposition ces fonds en plus pour mener la consultation.
Et sur la santé mentale, oui, bah, on est tout à fait d'accord. C'est vraiment un problème majeur. On a vu ce problème-là et l'impact que ça peut avoir sur les communautés. Donc, ce qui peut être inclus là comme intervention, vous savez, j'ai cette guidance qui est disponible sur le site du Fonds mondial en anglais. Vous aurez des exemples là, mais encore une fois, c'est pas limité. C'est pas parce que vous proposez quelque chose en termes d'intervention par rapport à la santé, pour améliorer la santé mentale des populations clés notamment, que ce n'est pas là que c'est pas éligible. Vous voyez. Donc en fait, le thème santé mentale est reconnu comme un besoin, donc c'est bien. Nous on l'a mis là dans cette vous dire à tout le monde, oui, c'est possible d'ajouter des interventions pour améliorer la santé mentale. C'est vraiment, ça dépend du contexte, de quelle population on parle, etc. Je ne peux pas vous donner d'exemple précis. Mais en tout cas, c'est éligible de la demande, donc il faut le mettre dans votre liste de priorités pour la demande. Voilà, Olivia, je pense que j'ai fait le tour des 4 premières. Super, merci beaucoup, Gilles. Alors, rapidement, on va prendre Justine. Justine, s'il te plaît, tu peux poser ta question. Et après, Justine, on a Wato Ferdinand par la suite. Donc, Justine, vas-y. Merci, bonjour à tout le monde. J'apprécie vraiment ce partage médiatique qui nous permet de nous informer au niveau de la société civile. En tout cas, au niveau du Bénin, c'est par rapport à cela que nous avons eu l'information et qu'on a pu interpeller le CCM qui aujourd'hui a dû convoquer une AG. Donc actuellement, le CCM Bénin est en AG pour discuter de cette question de Covid. Donc franchement, c'est intéressant. Et pour les fois à venir, si on peut avoir ces battages à tout moment, ça nous intéresserait. Maintenant, concernant les 15% accordés au CCM, à quoi cela servirait-il réellement? Est-ce que c'est pour le dialogue pays, l'implication de la société civile? Et si c'était le cas, l'AT, quel serait alors le rôle de l'AT si déjà avec les 15% supplémentaires accordés au secrétariat, le dialogue pays peut être mené? Et justement, par rapport à cet AT-là, le court délai qui est disponible, est-ce que ça nous permet d'avoir une AT de qualité au niveau du Bénin? Selon les informations que j'ai eues hier, par exemple, c'est la fenêtre du 14 mai que le Bénin est en train de choisir. Je ne sais pas si à l'issue de l'AG d'aujourd'hui, ça va bouger. Alors que la société civile, il y a un groupe Covid qui a demandé une AT et cette AT ne serait probablement pas disponible avant une semaine. Et dans une semaine, nous sommes déjà le 12. Donc, le délai et l'AT, je ne sais pas comment nous pourrons conjuguer tout cela pour être vraiment présents cette fois-ci au niveau de la subvention Covid. Et concernant la liste des interventions, je salue aussi cette innovation de prouver effectivement que la société civile était là et qu'elle a pris part qualitativement à tout ce qui s'est passé. Mais j'aimerais qu'on y ajoute, si c'était encore possible, les raisons de la non prise en compte des propositions. Ce serait très, très intéressant. Je parle en connaissance de cause et Gilles en sait quelque chose pour avoir été gestionnaire de portefeuille. On connaît au niveau de certains CCM les limites à l'expression et à la prise en compte. Donc, il serait intéressant qu'on explique un peu pourquoi ces propositions ont été mises de côté alors que la subvention est partie. Okay. Merci beaucoup. D'accord, merci Justine. On va prendre rapidement Wato et Ferdinand. Merci Olivia, merci Gilles pour la présentation. Moi, je suis plutôt dans des questions un peu de timing et puis de la participation véritable de la société civile dans ces genres d'intervention, que ce soit pour la note conceptuelle pays même du Fonds mondial ou bien pour cette note
de C19, de Covid, de la subvention Covid, on a souvent un problème de temps. Et quand je parle de temps, je parle un peu plus de stratégies utilisées. Parce que, par exemple, je suis membre de l'ICN, mais je peux remarquer que lorsqu'on fait beaucoup plus le budget, la société civile n'est pas vraiment impliquée. Ça veut dire que la budgétisation est souvent faite en off par un petit groupe qui est généralement le PIA, étatique et autres. Et quand ils finissent donc le budget, ils viennent présenter le budget uniquement à la fin, lorsqu'on est déjà peut-être à quelques jours simplement de la clôture, de la date butoir. Et par conséquent, ça ne laisse pas assez de marge à la société civile de faire des commentaires ou bien de modifier les budgets. Par exemple, si j'ai pris le budget au Cameroun dans le cadre du paludisme, où on peut mettre 21% du budget dans les voyages, il n'y a pas moyen de modifier ça lorsque on est déjà à peut-être moins 3 jours de la soumission. Et du coup, on est sur les faits accomplis. Donc, je pense qu'il y a des manœuvres qui sont utilisées comme ça pour mettre toujours, à tout moment, la société civile de côté. Qu'est-ce que le Fonds mondial peut donc faire à ce niveau? Est-ce qu'il ne faudrait pas programmer ou alors exiger un quota de participation de la société civile dans les processus de rédaction des subventions à tous les étapes, que ce soit même dans la budgétisation, qu'ils soient impliqués dès le départ même de la budgétisation. Et voilà, et peut-être en faisant ça, on peut impliquer un quota qui va permettre une réelle participation de la société civile. Ok, merci beaucoup Wato pour ce commentaire. Et comment éviter de mettre la société civile sur le fait accompli? Gilles va pouvoir donner sa réaction par rapport à ça. Les autres aussi, vous pouvez commenter dans le chat. Si vous avez aussi des réponses ou des suggestions à toutes ces préoccupations, vous pouvez participer dans le chat. Donc, rapidement, on va prendre les 2 dernières questions parce qu'on est déjà presque à la fin. Il nous reste 4 minutes. Donc, on va aller rapidement chez... Ferdinand. Là, Ferdinand, oui, Ferdinand, rapidement ta question, s'il te plaît, parce qu'on va essayer de prendre les autres des autres pays rapidement. Ok, merci. Wato, de façon, il a commencé un peu à comprendre que l'engagement de la société civile est tributaire de leur représentation au sein du CCM. Et justement, s'ils n'ont pas un droit de veto, c'est un sérieux problème. Occasion pour moi aussi d'interroger le cadre de redevabilité même de ceux-là qui représentent la communauté au sein du CCM. Quel est leur niveau de communication sur le travail qui est réalisé quand on se rend compte que pratiquement près de 70% des organisations qui ne font pas partie du CCM ne sont même pas informées de ce qui se passe. Ça, c'est ma question à l'endroit des CCM et du consultant. Merci. Ok, je pense qu'on a les participants des CCM dans le forum, donc vous pouvez répondre à cette question qui vous concerne, parce que ça ne concerne pas Genève. Donc, cette question au niveau pays, les représentants des CCM qui sont avec nous peuvent vous répondre, s'il vous plaît, à la question de Ferdinand, qui est une très, très bonne question. Et vous pouvez répondre dans le chat. Donc, rapidement, on va prendre Amadou Moumouni, allez-y. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, Amadou. Comment va? Oui, allez-y, posez la question. Oui, bon, moi, c'est pour revenir un peu sur ce que mon compatriote, M. Hamza, a eu à poser comme question. Dans les réponses que Gilles a eu à donner, moi, je n'ai pas senti vraiment la réponse dont on a besoin par rapport à tout ce qu'il a posé comme question par rapport à l'appui technique. Ok, vous pouvez réécrire ça dans le chat, comme ça, Gilles va clarifier tout à l'heure. Merci beaucoup. Okay, Jean-Claude, vas-y. Comment voilà. Non, c'est juste pour parler que pour Madagascar, donc les OSC, nous, on a pu donc s'intégrer dans le groupe GTN, les autres dans le FIAS et les autres dans le PALU.
Et on est invité aussi pour le RSS. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de concertation, de coordination entre les OSC. Donc, les OSC se dit là par secteur VIH, et par lui, il n'y a pas cette concertation, mais au niveau des groupes techniques. Donc, on a pu intégrer les activités que nous avons proposées et on était impliqués dans l'élaboration du budget même. Merci. OK, merci beaucoup. Monsieur NFNN, allez-y s'il vous plaît, posez rapidement votre question. Si vous pouvez dire votre pays aussi. Okay, I am Chabwa Bukengo, NFINN from Cameroon. I am just very glad to have this meeting, but I think what we should do is that we should make additional awareness and sensitization. Let this meeting, the holding of this meeting is very critical, but I'm very convinced that many communities, many CSOs are ill-informed about this meeting. So before now, there was supposed to be much more further awareness that such an important meeting is taking place. So I would appreciate if the conveners of this meeting could hold another meeting in the few coming days, maybe after tomorrow or a day or two, and still bring forth more other CSOs on board. Thank you. That's my main concern, because it's a very important meeting, but very few. Thank you. Okay, thank you very much. We received the point. So, and we will count on you to help us share the information with your network so many others can participate. So yes, we will share the recording of this meeting so you can share widely so people can get involved, and then we also try to organize another one. But thank you, it's a very good contribution. On va donner la parole en dernier à Ola Taiwo. Ola, allez-y s'il vous plaît. Les autres, vous pouvez écrire vos questions dans le chat s'il vous plaît, ou dans le box questions-réponses. Ola, allez-y pour la dernière question qu'on va prendre en live. Hello, good morning. Yes, good morning, Ola. Please go ahead. Hello? Yes, go ahead, Ola. Yeah, we're together with Mr. Ola Taiwo from Nigeria here. And we just want to get some highlight. And unfortunately, you have sent some details of the presentations right when you started. So we're going to look into the presentation and make our inputs concerning this outcome of this meeting. So that is what we want to get from you. So thank you very much for your patronage. Okay, thank you very much for joining from Nigeria. Thank you. Donc, je vais m'excuser parce qu'on n'a plus de temps. Donc, si vous avez encore des questions, écrivez dans le chat. On va envoyer vos questions supplémentaires à Gilles et on pourra vous envoyer ces réponses par email pour toutes les questions supplémentaires. N'oubliez pas, ça c'est seulement le premier webinaire dont on aura beaucoup d'opportunités d'échanger et nous sommes aussi là pour répondre à certaines de vos questions. Donc, continuez à écrire vos questions dans le chat ou vous pouvez nous envoyer ça par email et nous allons répondre donc à toutes vos questions cette semaine. Donc, déjà, juste avant que Gilles ne prenne la parole, vous allez avoir la présentation et l'enregistrement de ce webinaire par email. Donc, on va vous envoyer les liens de la présentation et l'enregistrement. S'il vous plaît, partagez massivement avec les autres organisations qui doivent être informées sur cette opportunité pour le pays de soumettre ces notes conceptuelles COVID-19. Donc, Gilles, merci Gilles. Il y avait certains qui étaient des commentaires, d'autres des questions. Donc, feel free to summarize the responses, Gilles, et puis on pourra continuer à échanger par email avec toutes les autres organisations. Merci. À toi, Gilles. D'accord, merci. Merci à toutes et à tous pour les questions et les commentaires. Donc, en fait, juste déjà pour préciser, sur la question de Justine, on ne parle pas de 15% apportés aux SM, c'est 25%. Donc, c'est 10% en plus, c'est vraiment 25% de leur budget 2021. Donc, c'est quand même beaucoup. Et la question pourquoi, c'est vraiment typiquement pour aider à soutenir cet engagement. Ce n'est pas pour financer l'assistance technique. L'assistance technique, ça vient en plus. Vous verrez dans la diapo que j'ai présentée tantôt sur l'assistance technique. Le plus simple, quand vous avez une demande d'assistance technique ou une question sur l'assistance technique disponible, d'envoyer un email à crg
ta@theglobalfund.org. Et ça, on vous répondra tout de suite. On a une hotline disponible 24/24 qui répond tout de suite aux questions en rapport à ça. Donc, il y a deux choses. Il y a le soutien au CCM, c'est plus 25% de leur budget. Ça, c'est pour payer tous les frais, les coûts de consultation, en fait, vraiment, hein, pour louer des salles s'il faut, pour donner, je sais pas moi, des téléphones à des gens si on a besoin de pouvoir les joindre et qui ne sont pas joignables aujourd'hui parce qu'il y a des mesures de confinement ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour aider d'une manière ou d'une autre à cette consultation, à mener les consultations au niveau de la société civile. Donc, par rapport au temps de l'assistance technique, c'est sûr qu'avec une AG qui est prévue aujourd'hui pour une soumission le 14 mai au Bénin, par exemple, et ça sera peut-être le cas dans d'autres pays, c'est trop juste. Moi, j'encourage les membres qui sont de la société civile au CCM de refuser tout simplement. Ça doit être une décision collégiale. Bon, je sais que ce n'est pas toujours facile. Je parle d'expérience, ce n'est pas toujours simple, mais c'est une décision collégiale. Est-ce qu'on va au 14 mai? Est-ce qu'on va à fin mai? Est-ce qu'on va à mi-mai ou fin juin? Si on n'a pas le temps de vraiment bien informer la demande, il faut décaler. Et il n'y a que 10 pays qui ont proposé d'aller à la demande du 14 mai. La majorité des pays ont prévu d'aller sur les fenêtres qui sont après. Je voulais juste mettre ça en termes de contexte, mais je pense qu'il faut mettre la pression. La société civile a sa voix au CCM. Comme vous savez, doit l'avoir, doit signer sur la demande. Si vous ne signez pas, la demande ne part pas. En tout cas, si la demande part sans vos signatures, de toute façon, la demande est rejetée par le Fonds mondial. Donc, il faut faire remonter aussi ce genre d'informations. Si vous sentez que vraiment, malgré tous les efforts, le plaidoyer, les demandes, on ne prend pas en compte vos considérations, il faut faire remonter cette information. CS4Me est là, on est là, nous, au département CRG, l'équipe pays. Si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse au niveau de l'équipe pays, vous nous envoyez à nous, on fait le suivi. Il y a le CCM Hub aussi, qui est vraiment très engagé là-dessus. Donc, vous avez, voyez, quatre réseaux comme ça, et puis la plateforme régionale aussi, RAME, qui est soutenue financièrement par nous pour aider justement à résoudre aussi ces problèmes de goulot d'étranglement, d'engagement. Donc, vraiment, il ne faut pas rester silencieux, il faut envoyer. Vous dites, on a essayé, on n'est pas entendu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'était une très bonne recommandation aussi, en plus de l'intervention des annexes, de rajouter les raisons sur la non prise en compte. C'est vrai que ça n'a pas été décidé cette fois-ci, mais c'est, je pense, une très très bonne recommandation qu'il faudrait qu'on garde en tête. Et je pense que de plus en plus, on va aller là-dessus, parce qu'on a conscience en fait des limites de cette non prise en compte. C'était une bonne recommandation, il faudra qu'on en prenne en compte. Il y avait plusieurs commentaires, hein, mais qui étaient tous un peu en termes de voilà, les problèmes de temps. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. On n'est pas impliqué. Voilà, j'en ai parlé aussi. Il faut faire remonter l'information surtout. Ne perdez pas de temps. La remarque de Watteau et Ferdinand sur le fait que les informations ne sont pas partagées par la société civile au CCM avec la société civile qui n'est pas au CCM, ça c'est clair. Nous, on l'a vu aussi. J'ai mentionné pendant la présentation tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas régler au niveau de Genève. C'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du pays. Comme disait Olivia tout à l'heure, il y a eu plusieurs commentaires un peu là-dessus. Et l'exemple de Madagascar, qui, eux, par contre, ont réussi à se faire bien intégrer au niveau des groupes de rédaction, etc. Donc, on voit que ça peut fonctionner aussi. Voilà, je pense que, Olivia, j'ai essayé un peu de résumer, mais j'ai dû aller un peu vite. Oui, merci beaucoup. Merci, Gilles. Merci pour ta présentation. Merci pour ton temps. À nos autres collègues de la société civile, on va continuer ces échanges par email et dans les groupes pour s'assurer de la pleine participation. Et n'oubliez pas que vous avez le pouvoir, la société civile a le pouvoir de contribuer à l'élaboration de ces notes conceptuelles à travers ces représentants qui sont impliqués. Donc, on va s'organiser entre nous dans les pays pour pouvoir assurer la qualité de la contribution de la société civile et aussi mettre en œuvre aussi tout ce que vous avez relevé comme commentaires, comme questions pendant ce webinaire. Donc, comme je dis, vous aurez l'enregistrement, la présentation, et ça, c'est seulement le début. On va continuer les échanges et vous avez aussi accès à l'assistance technique. Il y a des consultants que vous pouvez avoir, des plateformes CRG, et aussi, vous pouvez aussi nous demander à nous l'assistance technique et vous pouvez avoir ces consultants qui peuvent vous aider pour contribuer dans la note conceptuelle de votre pays. Donc, merci beaucoup. L'essentiel, c'est que les besoins des communautés affectées
par le paludisme soient réellement pris en compte dans cette note Covid. Et aussi, on n'oublie pas toutes les autres populations qui sont durement affectées par la Covid-19 en ce moment et voir comment on peut réduire l'impact de la Covid sur le paludisme. Donc, merci beaucoup. Merci encore à Gilles pour ta présentation et ton temps. Merci à tous. Et on va se revoir plus tard pour d'autres sessions d'information. Donc, merci et bon après-midi à tous.